L'histoire de la Transsévenole, c'est l'histoire d'un projet titanesque et inabouti. Un projet qui, 60 ans après son abandon définitif, fait encore parler de lui. Digne des pharaons, son but était de relier deux régions, le Velay et l'Ardèche. En Velay, on produisait des bestiaux, du bois, du fourrage, des céréales. En Ardèche, on produisait du ciment, du charbon, le vin, les légumes du Midi. Tout commence vers 1860, à l'époque des premières conquêtes du rail. En même temps que de nombreux autres projets qui voient le jour, comme la pittoresque et audacieuse ligne Clermont-Nîmes. En 1874, la liaison Saint-Georges-d'Aurac-le-Puy. En 1882, le Teil, la Levade d'Ardèche. Les deux communes d'Aubenas et du Puy manifestent alors un enthousiasme pour avoir une liaison ferroviaire, passant par la vallée de la Loire, et qui réduirait à 3 heures un trajet qui, autrement avec les moyens de locomotion de l'époque, prenait 3 jours. Le gouvernement autorise en 1902 la puissante compagnie PLM, la SNCF n'existant pas à l'époque, à présenter un avant-projet de ligne le Puy-Niègle-Prades, ancien don de la Levade d'Ardèche, et qui présentait l'avantage de desservir près de 57 000 habitants. Dès 1904, le projet était prêt. Mais les ingénieurs avaient privilégié un tracé différent des souhaits primitifs. Dès la sortie de Brive-Charensac, on s'écartait de la Loire. Et bien qu'un peu plus long, ce tracé avait l'avantage d'être techniquement moins délicat, et surtout de désenclaver des communes importantes. Le Monastier, 2700 habitants, l'Aussonne, 2000, l'Entrillac, 1700, et enfin Présailles, 1100 habitants. On voyait que la Haute-Loire était desservie vers le nord, vers l'ouest, vers le sud, et qu'il y avait une lacune du côté de l'est. Il n'y avait pas de liaison entre la région du Puy et le bassin rhodanien, par exemple, et c'est à cette lacune qu'on voulait parer. Mais alors, la difficulté immédiate, ça a été que dans cette région-là, les obstacles naturels étaient plus importants qu'ailleurs, parce que vers le nord, il y avait les débouchés des vallées de la Loire et de l'Allier. Vers le sud, c'était un peu plus difficile, mais il y avait quand même des cols. Vers l'ouest, il y avait des hauteurs, mais plus modérées, alors que vers l'est, on avait affaire aux pré-Cévennes, qui sont une série de sommets très hauts, avec d'importantes dénivellations qui exigeaient d'énormes travaux, donc un coût élevé. La réalisation a été poussée, ce type a été initié par Laurent Hénac. Il était d'une famille de bourgeoisie, de bonne bourgeoisie. Il a fait ses études au lycée du Puy, brillantes études. Il est devenu rapidement licencié en droit, avocat, militant laïque, à une époque où la République se définissait par la laïcité. Il a été élu en 1913 conseiller général du canton du Monastier, et en 1914, après une campagne dont on n'imagine plus aujourd'hui la violence,
il a été élu député de la Haute-Loire. Il est resté, et après ça, il est devenu sénateur en 1935. Il est donc resté parlementaire de la Haute-Loire jusqu'en 1940. Mais entre-temps, il avait été pendant la guerre aviateur, lieutenant d'aviation, non pas pilote d'observateur. En tout cas, il s'est fait une réputation de spécialiste d'aviation. Il a été le premier ministre de l'air. Et surtout alors, en 1935, il est devenu ministre des Travaux publics, ministre dont dépendaient les chemins de fer, qui étaient à ce moment-là, je vous le rappelle, privés. C'était pas une société nationale, les SNCF. C'était le PLM, une société privée, mais évidemment financée et inspirée par l'État. Et c'est à ce moment-là qu'il a donné l'impulsion décisive. Il a pris les décisions administratives et assuré le financement. Mais je ne pense pas qu'il ait choisi. Et, étant donné qu'il était très influent et qu'on s'adressait à lui pour beaucoup de choses, il a pu recommander tel ou tel architecte, tel ou tel entrepreneur, voire tel ou tel contremaître. Il l'a certainement fait, mais je ne crois pas que ça a été sa fonction principale. À l'époque, quand même, lorsque le projet a été décidé, c'est-à-dire à la fin 19e, début 20e, l'automobile n'avait pas la place qu'elle a maintenant. Mais quand même, c'était, comment dirais-je, c'était un combat d'arrière-garde. C'était un anachronisme, parce qu'on pouvait prévoir déjà que l'automobile serait mieux adaptée au relief de la Haute-Loire que le chemin de fer, surtout au relief de cette région, qu'elle assurait une desserte beaucoup plus souple et beaucoup plus détaillée, mais on était encore sur le mythe du chemin de fer, donc je crois qu'il faut dire que dans les années 1880-1900, à l'époque où l'automobile ne faisait que balbutier, la démocratie et la République en matière de transport, c'était le chemin de fer. Et la Troisième République, qui a fait une œuvre considérable pour se rendre populaire et utile en même temps en matière d'enseignement, a fait aussi une œuvre considérable pour se rendre populaire et utile en matière d'équipement. Avant la Troisième République, il n'y avait que les grandes relations assurées. À partir de 1880, il y a eu ce qu'on a appelé le plan de Freycinet, qui était le ministre, qui a commencé à desservir les régions isolées, à créer des voies secondaires. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait voulu que cette voie se crée. Toujours est-il, le chantier démarra en 1911. Sur les 85 km de la ligne, on trouve 12 viaducs, 35 tunnels, représentant quelques 15 km mis bout à bout. On se doute bien que pour transporter les matériaux tout au long du chantier, il fallait les transporteurs. Monsieur Pradier peut nous raconter ce qu'il a vécu lui-même. Son père était l'un d'entre eux. Il était même le chauffeur particulier de Monsieur Laurent Hénac. C'est ce qui a fait laisser mon père au monastère, c'est la construction d'une chemin de fer. Mon père était teneur professionnel, il travaillait chez Berlier, à Vénissieux. Et il a appris que les entreprises Ortig et Mia cherchaient un transporteur. Alors mon père a pensé se faire une situation là. Et il s'est présenté, il a dit je peux vous transporter le matériel. Et pour transporter ce matériel, il fallait trouver des camions. Et des camions neufs, il y en avait très peu à l'époque. Alors il est monté à Strasbourg avec sa caisse à outils sur l'épaule. Il est allé acheter un camion, un Pierre Sarove, qui était incomplet. Il a acheté des pièces, il a remonté. Il est revenu par la route. Il a fallu 600 litres d'essence pour faire Strasbourg-le-Monastier. Et alors il en a acheté, ce camion il a mis tout de suite au travail. Mais il n'y en avait pas assez, parce que quand le ciment arrivait en gare de Solignac, il allait chercher le ciment à Solignac. Tous les matériaux, il a cherché tout à Solignac. Tout le ciment, toute la ferraille. Il a transporté tout le viaduc métallique, plus 850 tonnes de ferraille qui sont arrivées à Solignac et qui a transporté de Solignac jusqu'au Monastier. Au départ, ils allaient chercher le vin avec les chevaux. Ils allaient chercher le vin avec les chevaux, mais il fallait beaucoup de vin, vous comprenez. Il fallait un camion de vin par jour. S'il n'y avait pas de vin, pas de travail. Alors, mon père a vendu un camion à Madame Vial, qui était marchand de vin du Monastier. Il lui a vendu un camion neuf, un Berlier CBA.
C'est un camion qui devait porter de 2 à 3 tonnes. Alors il fallait 2500 litres de vin par jour. Il descendait, il n'allait pas bien, il descendait dans la région de Montpezat. On s'attaqua d'abord au tunnel. Le tunnel du Roux, d'abord en Ardèche, 3336 mètres, en ligne droite et en pente, à l'époque le plus long de France, est taillé à double voie pour permettre l'évacuation des fumées, car les locomotives de l'époque fumaient beaucoup pendant la montée. Malgré sa forte pente, il reste à la sortie côté Ardèche un dénivelé insensé de 700 mètres sur quelques kilomètres pour rejoindre le niveau de Montpezat. Les ingénieurs ont alors imaginé un parcours en spirale, la voie passant et repassant plusieurs fois sur elle-même pour amener la pente à 25 mm par mètre, qui était alors acceptable pour le rail. La spirale de Montpezat devait constituer le clou de la ligne, une curiosité mondiale. Côté Haute-Loire, le tunnel de Prézailles, 2626 mètres, permet à la ligne de ne pas grimper au-delà de 1078 mètres, altitude atteinte à la sortie du souterrain. Un millier d'ouvriers, la plupart recrutés dans les fermes environnantes, travaillèrent sur le chantier. Dans une poussière épouvantable, la silicose fit bien des ravages. En Haute-Loire, une autre curiosité était le viaduc de la Recoumaine, audacieusement jeté sur la Gazeille en amont du Monastier. C'est un ouvrage de basalte d'une rare élégance, dessiné par l'ingénieur Paul Séjourné. Il reste de nos jours un chef-d'œuvre des ponts de pierre. La Première Guerre mondiale interrompit les travaux, qui ne reprirent qu'en 1919. Le gouvernement, qui réduisait ses ambitions ferroviaires, demanda d'arrêter à Montpezat les travaux, côté Ardèche, et de n'ouvrir en Haute-Loire que le tronçon Le Puy-le Monastier. Mais en 1941, un arrêté du gouvernement de Vichy met fin aux dernières illusions. Le tronçon Le Puy-le Monastier est déclassé à son tour. En 1942, l'occupant met la main sur le lot de rail qui disparaîtra dans le tourbillon de la guerre. Tout cela ne fit pas grand bruit, car on avait dans nos campagnes à l'époque d'autres soucis et d'autres combats à mener. Jean Grimaud, qui a consacré un ouvrage à l'histoire de la Transsévenole, a pu écrire en conclusion « Le projet de la Transsévenole est un enfant tardif du XIXe siècle. Souhaité sous l'Empire, conçu dans l'allégresse des flonflons du progrès du rail, et réalisé dans un siècle qui n'était déjà plus le sien. Aujourd'hui, grâce à l'association La Transsévenole, créée en 1987 par un groupe de passionnés, cette ligne connaît un regain d'intérêt. On a sauvegardé presque entièrement sa continuité. Monsieur Girard nous la présente dans son état actuel. Un grand parcours de promenade aujourd'hui. Alors la gare de Brive qui a été gare de marchandises, gare un peu voyageur, mais a surtout servi pour la ligne Le Puy-Langogne. Elle était au carrefour de la ligne Le Puy-Langogne et de la ligne Transsévenole. Après on passe le viaduc d'Orzillac sur la Loire, qui enjambe la Loire, donc qui sert aujourd'hui de mur d'escalade. On arrive à Pérard, le viaduc de Pérard. Après, on monte sur le tunnel du Roure. Alors, le tunnel du Roure, il a servi pendant des années à une cave d'affinage à fromage. Il y a eu quelques essais de champignonnerie, mais ça n'a pas donné beaucoup de succès. Après, nous arrivons à la gare d'Entrillac. Alors, la gare d'Entrillac qui sert aujourd'hui de dépôt à la DDE et qui a servi aussi au film La Princesse du Rail. Après, nous montons sur la Cabouche. La Cabouche, c'était des maisons de garde-barrière. À l'origine, des maisons pour les ouvriers qui entretenaient la voie. Et aujourd'hui, elles ont été vendues et elles servent de résidence secondaire. Alors, une particularité à toutes ces maisons et à toutes les gares qui sont sur la Transsévenole, c'est le lavoir et le puits. Parce qu'il faut le savoir qu'ils ne sont pas reliés au réseau d'eau potable ni aussi à l'électricité. Alors après avoir passé ces deux maisons de garde-barrière, nous arrivons à la gare des Badiou. Alors la gare des Badiou, qui depuis l'abandon du projet de la voie, a servi et sert toujours aujourd'hui colonie de vacances SNCF.
Après, nous arrivons au viaduc des Badiou, donc viaduc en arcos de Blavozy, en pierre blanche. Et il a servi de décor au film Le Fou du viaduc avec Jacques Dufilot. Après, nous passons le viaduc de Fontfred. Le viaduc de Fontfred est en basalte, en pierre noire. Vers Transsévenol, pour notre, il ne fallait pas qu'il coupe le pont. Bon, ça, faire passer des trains, il n'y a jamais passé, que ça n'a jamais été fini, les rails n'ont jamais été posés. Mais bon, il y avait moi j'ai connu des anciennes lignes de chemin de fer ici, que le train il passait, que maintenant il ne passe plus. Mais là, bon, le train, bien sûr que maintenant, il y a un moment qu'il ne passerait pas, mais ils n'auraient pas dû couper le pont, parce que c'était quand même un machin cadastré, c'était une voie de passage. Alors nous arrivons au viaduc de Chabannes, je dirais plutôt l'ex-viaduc de Chabannes, puisqu'aujourd'hui il nous reste 3 piles au fond de la vallée, et les 2 culées, une côté Monastier et une côté Laussonne. Alors ce viaduc c'était un viaduc métallique, et qui a été vendu à la ferraille et démoli en 1963. Pour une connerie immense, pour payer un voyage à De Gaulle, à l'époque. Ça ne tient pas debout. Maintenant, il y aurait des opposants, heureusement. C'était complètement une connerie. Et ça s'est passé l'été 63. Alors nous arrivons au Monastier. Alors maintenant, la voie, elle sert de déviation au bord du Monastier. Et nous arrivons à la gare voyageurs du Monastier qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été démolie. Et aujourd'hui, il y a le collège Laurent Hénac à la place. Or, cette gare, elle a servi longtemps de colonie SNCF. Et puis, bien sûr, maintenant, la gare marchandise du Monastier, qui est toujours en état actuel et qui sert aujourd'hui de salle des fêtes à la commune du Monastier. Nous poursuivons notre route et nous arrivons au pont de la Roucoumène. Or, le pont de la Roucoumène, c'est peut-être le fleuron de la Transsévenol, c'est le plus grand, le plus haut, 65 mètres de haut, 320 mètres de long, en courbe. Et il est fait en basalte. Les pierres ont été tirées à la carrière de Chabrère, à côté de Chadron. Et nous poursuivons, nous arrivons au petit tunnel d'Avouac, vers le petit village d'Avouac, et après le tunnel de Margeride. Tunnel de Margeride, nous traversons la route qui monte sur Présailles, et nous arrivons presque au terminus, c'est-à-dire le tunnel de Présailles. Alors le tunnel de Présailles, c'est un tunnel, c'est le premier qui a été construit, qui a été creusé. Donc la voûte est terminée, mais le sol n'est toujours pas fini à l'heure actuelle. Il ne sera jamais. Et nous arrivons, il est tout droit, il fait 2600 mètres de longueur. Et quand on regarde bien, on voit le bout du tunnel, on voit le petit point blanc au bout du tunnel. Nous traversons ce tunnel et de l'autre côté, nous arrivons, en faisant 500 mètres, nous arrivons aux portes de l'Ardèche. Et c'est la fin du parcours sur la Haute-Loire, puisque la voie se termine à Présailles, elle se termine dans un pré. Et nous allons au tunnel du Roux. Donc le tunnel du Roux, c'est un des premiers qui a été percé côté Ardèche. C'est un tunnel qui fait 3,6 km de long et qui relie aujourd'hui Saint-Ciergue-en-Montagne à Montpezat par la route. Après, le tout petit tunnel du Chélas. Alors, petit tunnel, et c'est le dernier de la voie. Et la voie va se terminer sur ce petit tunnel. Tous les ouvrages d'art, il n'y en aura plus sur la Transsévenol. Et la Transsévenol, c'est fini. Actuellement, l'association organise 2 marches annuelles, le premier dimanche de juin et le premier dimanche d'octobre, et nourrit même un projet pour la gare de Lantriac, où l'on pourrait apprendre tout sur la ligne. Les histoires de fantômes ont toujours du succès. Les wagons sont en charge, gai compagnons. Les wagons sont en charge, gai compagnons. Faudra les décharger, compagnons de minage. Faudra les décharger, compagnons terrassiers.
Voilà Truniel qui apporte gai compagnon, voilà Trunel qui apporte gai compagnon, à boire et à manger, compagnon de minage, à boire et à manger, compagnon terrassier. C'est moi qui ripe la fille.